Il sort de 17 ans de prison, il n'a pas envie d'y retourner. Il va falloir que quelqu'un intervienne, mais en fait c'est nous qui allons intervenir. On n'est jamais prêt, mais faut assurer. Police, le podcast, revient pour une deuxième saison. On les a aidés à être reconnus en tant que victimes, et ça c'est super important. Je me suis dit, c'est pour ça que je suis devenue policière. Des flics vous racontent leurs histoires marquantes. Des années après, je me souviens de tout. Des lieux, des odeurs, des visages. Des affaires dont ils gardent en mémoire les moindres détails. Dans la vie d'un policier, il y a beaucoup de travail, mais il y a un peu de chance aussi quand même. Police, le podcast. À l'occasion des 50 ans de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, nous rencontrons des hommes et des femmes qui enquêtent sur le patrimoine. Aujourd'hui, c'est Estelle qui s'installe derrière notre micro. Elle est commandante de police et chef adjointe de l'OCBC. Pour Estelle, l'OCBC c'est un rêve d'enfant qui s'est concrétisé. J'ai découvert l'existence de l'OCBC quand j'étais toute jeune, j'étais en 5e, je m'en souviens encore. J'ai vu une interview à la télé de Madame Balestrazzi, qui était à l'époque chef de l'OCRVOA. L'OCRVOA était l'Office central pour la répression des vols d'œuvres d'art, l'ancêtre de l'OCBC. Elle parlait du vol du tableau Impression Soleil Levant de Monet, et c'est quelque chose qui m'a fait rêver. Je me suis dit, moi je voudrais aller dans ce service. J'ai fait des études d'histoire. Quand j'ai voulu faire mon mémoire d'histoire, je suis allée voir mon prof en lui disant voilà, moi j'ai envie de rentrer dans la police parce que pour moi, l'investigation policière et la recherche en histoire, en archéologie procèdent de la même réflexion. C'est aussi pour ça que je suis intéressée par l'OCBC, c'est-à-dire que j'ai une forte appétence pour tout ce qui est bien culturel et l'archéologie, mais aussi par le côté enquête et investigation. En 2017, Estelle est enquêtrice à l'OCBC. Une affaire à la croisée de la cybercriminalité et du vol de biens culturels arrive sur son bureau. Une affaire qui sera traitée en collaboration avec l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité. Alors c'est un dossier qu'on a appelé Moldoction. Moldoction, en fait, c'est un petit jeu de mots entre moldave, parce que c'était de la criminalité russophone, et en partie moldave, et auction, qui est le mot anglais pour vente aux enchères. Début mars 2017, on a un collègue d'un autre groupe qui vient nous voir en nous disant « Écoutez, j'ai été contacté par le commissaire-priseur de Beauvais-en-Cher. Il lui arrive un souci, c'est-à-dire que sur le site de vente aux enchères en ligne Interenchères, il a un acquéreur, un enchérisseur qui a acquis des lots, qui veut les récupérer. Il s'avère que la carte bancaire utilisée a été utilisée frauduleusement. » Ce dossier est très original et assez différent des dossiers qu'on traite habituellement. Là, en fait, on est vraiment sur de la pure escroquerie avec un mode opératoire très bien rodé, très bien organisé, mais qui relève presque plus de la cybercriminalité que du bien culturel. Sauf que les victimes ciblées dans ce dossier sont tous des commissaires-priseurs. En fait, ça a consisté à s'inscrire en ligne sur le site Interenchères, sur des ventes. Alors c'était uniquement, il ciblait des ventes de militaria, donc souvenirs historiques militaires, et des objets en or ou des objets de luxe. Donc il s'inscrivait avec des fausses coordonnées, fausse adresse postale, fausse adresse mail, faux numéro de téléphone, et bien entendu, fausse identité. Ils s'inscrivaient sur certains lots, ils enchérissaient par téléphone sur ces lots. Une fois l'enchère terminée, ils les payaient par téléphone avec un numéro de carte bancaire, sauf que le numéro de carte bancaire avait été récupéré dans des listes acquises sur le dark web, donc c'était pas le vrai titulaire qui faisait l'achat. La maison de vente validait l'achat. Un individu venait soit dans l'après-midi, soit le lendemain récupérer les lots. Une semaine, 15 jours, parfois un mois après, la maison de vente se rendait compte que le paiement était refusé par la banque parce que c'était une utilisation frauduleuse. Quand on a l'info, on voit que le phénomène est émergent et on se dit tiens, on va essayer de faire un flag. À l'OCBC, on a un office central, donc on est plutôt sur des enquêtes au long cours qui durent pendant des mois, voire des années. Et là, on s'était dit tiens, on va essayer de faire un dossier rapide. Donc on monte un dispositif d'interpellation, sauf que finalement l'individu ne vient jamais. Et au final, notre flag qu'on avait prévu de faire en quelques jours, quelques semaines, il s'avère qu'en l'espace de quelques mois, ils ont fait quasiment 70 faits sur la France entière. Donc c'est pas du tout devenu un flag, c'est devenu une préliminaire puis une commission rogatoire qui a duré plusieurs mois.
Alors en fait, on est très rapidement en contact avec l'interenchère et avec les maisons de vente qui en fait nous donnent les infos concernant les fausses utilisations d'identité. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois au total, environ 13 fausses identités utilisées dans plusieurs maisons de vente. Donc chaque fois qu'une maison de vente avait recensé l'une de ces fausses identités, on avait les éléments, on prenait contact téléphoniquement avec les maisons de vente. Et ce qui avait de très bien, c'est que les maisons de vente, elles ont de la vidéosurveillance. Et donc on a récupéré aussi très régulièrement des vidéos des individus qui venaient récupérer les lots directement au niveau des maisons de vente. On a beaucoup de remontées de faits parce qu'ils sont très actifs et très rapides. Dès le départ, comme on avait compris que c'était un mode opératoire très axé cybercriminalité, on a immédiatement été co-saisis avec l'OFAC. Donc on s'était réparti les missions. Nous, on gérait la partie victime, commissaire, priseur et eux géraient tout ce qui était investigation cyber et technique. Une filature débute, les policiers de l'OCBC et leurs collègues de Nice arrivent à localiser le point de chute des 2 individus. Tous ces actes d'enquête permettent d'identifier 8 personnes impliquées dans cette escroquerie à grande échelle. On a récupéré tous les éléments matériels qui venaient des maisons de vente. Ça nous a permis de récupérer des empreintes ADN dans une maison de vente où l'un des mis en cause qui était venu récupérer des lots avait touché des papiers. Idem aussi quand ils ont récupéré le colis à la poste où ils avaient touché l'enveloppe qui avait été envoyée. Les vidéosurveillances qui permettaient d'avoir un visuel très précis des personnes qui venaient récupérer les lots. On a aussi identifié les lignes téléphoniques des personnes. Tout ce travail-là, en fait, c'est du travail d'enquête classique, mais qui nous a permis à la fois d'identifier les individus, de les localiser et aussi de comprendre comment ils fonctionnaient et quel était le rôle attribué à chacun dans l'équipe. Au final, le temps d'identifier toute l'équipe, parce qu'on a vraiment une équipe qui est structurée, avec des donneurs d'ordre, avec entre guillemets des lieutenants, des personnes qui allaient aussi sur le dark pour récupérer les listes de cartes bancaires. Donc on a fait des écoutes téléphoniques, on a fait aussi beaucoup de surveillance, parce qu'à un moment, sur une des maisons de vente de Villers-sur-Saône, l'individu cherche à récupérer son bien. Finalement, il demande à ce qu'on lui envoie sur une boîte postale dans les Alpes-Maritimes. Donc on va faire aussi un dispositif sur les Alpes-Maritimes. Avec l'ABR Nice, on finit par atterrir devant la poste de Villefranche-sur-Mer où l'individu a demandé à ce qu'on lui envoie en boîte postale. Et on voit arriver 2 voitures différentes, 2 individus dans 2 voitures. Un des individus va récupérer le colis et ensuite il remet le colis à celui qui l'attendait dehors. Les 2 voitures partent. Donc on a pu ensuite localiser ces 2 individus. En fait, on récupère tous les éléments, donc on continue à les suivre. On a mis leur ligne sur écoute, ce qui a permis d'identifier aussi d'autres personnes, d'autres mises en cause. Et en fait, on interpelle vraiment quand on a tous les éléments matériels contre eux. Les vidéosurveillances, les écoutes téléphoniques, les résultats des filatures. On monte une opération assez importante le 6 février 2018, où là, on a nos 8 objectifs et on interpelle tout le monde en même temps. Donc on a un triple dispositif, un à Nice avec 6 mises en cause, un à Grenoble où on a une des cibles, c'est une des petites mains, et un 3e à Suresnes où on a la 2e petite main. Voilà, on arrive, on les interpelle, on sait ce qu'on cherche. Les objets, on n'a rien trouvé. C'est le petit bémol de ce dossier, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les objets. Par contre, on a trouvé des objets qu'ils avaient achetés dans le cadre d'autres escroqueries. Les baskets, matériel électroménager et tout ça. Qu'on a saisi aussi, parce que de toute façon, ça venait d'autres infractions, ça venait des escroqueries. C'était pas des escroqueries sur les maisons de vente, mais il y avait d'autres victimes derrière quand même. On finit par identifier une tête de réseau, Alexander Ponomarenko, qui était déjà connu pour de la cybercriminalité, notamment dans les pays de l'Est. Il a, entre guillemets, des lieutenants, notamment Alexis Maxime, qui lui avait pour rôle d'aller récupérer les listings sur le dark web, mais également d'aller chercher les lots. Lui, il est impliqué dans 53 faits. Dans 53 faits, c'est lui qui va récupérer les lots. On a aussi des petites mains, notamment un qui est un colocataire d'Alexiv, qui avait pour rôle d'aller fracturer des boîtes aux lettres pour récupérer des identités et des documents type facture d'eau et tout ça pour pouvoir
pouvoir s'inscrire sur un terrenchère. On en avait 2 qui appartiennent à la communauté russophone, qui eux ont juste une seule fois par le côté communautaire été envoyés pour aller récupérer des lots sans savoir grand-chose de ce qui se passait réellement. Voilà, c'est un peu tout ça. Par contre, on n'a pas au-dessus de Ponomarenko, même si on pense qu'il y avait derrière d'autres commanditaires parce qu'on n'a jamais retrouvé les objets. Donc on pense qu'ils sont partis vers l'Europe de l'Est ou la Russie, sans doute pour des collectionneurs ou pour tout ce qui est en or pour être fondu et revendu au prix de l'or. Mais ça, on ne les a jamais retrouvés. Un an d'enquête, et puis après cette année d'enquête, il y a eu encore d'autres enquêtes qui ont été faites parce qu'en perquisition, on a saisi pas mal de téléphones et d'ordinateurs et il y a eu ensuite toute la partie analyse des téléphones et des ordinateurs. Et c'est grâce à l'analyse notamment des ordinateurs qu'on a pu voir qu'ils étaient vraiment une délinquance cyber d'assez haut niveau avec pas mal de navigation sur le dark web, de récupération de sites de carding avec des listes de cartes bancaires. Il y en avait un aussi qui avait des wallets numériques sur lesquels on transitait plus de 14 millions de dollars. Dans son ordinateur, on avait des éléments indiquant qu'il avait baigné dans d'autres trafics, comme du trafic de stupes, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes. Voilà, donc il était multicarte. On est sur une criminalité vraiment très opportuniste avec des personnes dont le but en fait est de claquer l'argent qu'ils gagnent, parce que le mode opératoire qu'ils avaient mis en place pour les maisons de vente, ils l'avaient reproduit avec d'autres secteurs. Donc ils faisaient de l'escroquerie de manière quotidienne. On pense que pour tout ce qui est militaria, souvenirs militaires, il y a 2 possibilités. Soit ils avaient vraiment des commanditaires au niveau des pays d'Europe de l'Est et de la Russie, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de collectionneurs de ce type d'objets, soit ils les ont ciblés eux-mêmes parce qu'ils pensaient pouvoir les écouler facilement dans ces pays-là. Après, pour tout ce qui est or, dès qu'il y a des objets en or, on sait que c'est ciblé pour pouvoir refondre et payer au prix du métal. On est du côté de ceux qui protégeons le patrimoine culturel de notre pays et d'autres pays. Quand on va restituer à des ambassades d'autres pays comme le Yémen, la Libye, l'Égypte, ça fait carrément sens parce qu'on leur rend des objets auxquels ils sont très attachés et qui racontent une partie de leur histoire. Tous les mis en cause ont été déférés et incarcérés. Les têtes de réseau ont été condamnées à plusieurs années de prison. Police, le podcast, une émission à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion.